Sport FR. Partageons notre passion. Tea Time avec Mathieu Darbas. Du plus beau championnat du monde, à savoir la Première Ligue. Alors évidemment, il y a beaucoup de sujets qui nous permettra de passer un bon moment, malgré le confinement évidemment. Bref, on a beaucoup de choses à voir ensemble. Mais avant de commencer, de présenter l'émission, je vais vous présenter quels sont mes invités aujourd'hui. C'est sa première dans l'émission et je suis très heureux de l'avoir autour de ce plateau virtuel, tant voilà plusieurs mois que j'essaie de trouver un bon créneau pour l'inviter. C'est Gabin de Southampton France. How are you, Gabin? Bonjour, bonsoir à tout le monde, à vous qui êtes sur le live et salut Mathieu. Et bah merci de l'invitation. Et puis bah écoute, ça va à peu près bien, on va dire, dans cette période particulière, mais tout va bien. Encore merci de l'invitation. Et puis j'espère qu'on va passer une bonne émission tous ensemble. On passera une bonne émission, Gabin. Tu t'ennuies pas trop pendant le confinement, ça va? Ben, comme j'expliquais en avant live, moi ça fait un peu plus de temps que je suis confiné pour raison de santé, donc on va dire que ça commence à être long, mais bon, après on s'adapte et puis on n'a pas le choix parce qu'il faut se protéger soi-même et protéger les autres. Donc Super, voilà, on fait merci, avec. Gabin. Vous commencez à l'habitude de l'avoir, vous commencez à avoir, oula, vous commencez à avoir l'habitude de l'avoir à mes côtés. C'est Théo qui est avec nous ce soir. Au revoir, Théo. Ça va très bien et toi, Mathieu? Écoute, moi ça va parfaitement bien. Juste avant qu'on commence, ça là elle est importante, c'est que tu as ta chronique dès aujourd'hui qui s'appelle Théo prend la parole. Est-ce que t'es bien? De base, j'étais pas prévu dans ce live et finalement j'ai ma chronique. Donc je suis Olivier Giroud, le super sub. Je suis chaud bouillant là. Avant de présenter notre dernier invité, à la demande d'un de nos abonnés et membre de Chelsea France, qui est Nico, a priori tu ne soulèves pas des montagnes à 100%, à Football Manager. Ouais, bon ça, on laisse parler les haters. Il y a que le terrain qui parle. Pour notre dernier invité, il est membre de Manchester United Supporter Club français. Voilà, il est avec nous. C'est Fabien, c'est un grand plaisir d'avoir un supporter des Red Devils à mes côtés. Comment vas-tu? Salut les gars, ben merci à tous déjà pour l'invitation. Et puis, c'est un grand plaisir partagé parce que c'est encore plus un grand plaisir par cette période difficile de pouvoir parler football autre que FIFA, Football Manager et puis ce qu'on peut lire sur Twitter. Donc, c'est super. Merci, ça va bien. J'espère que vous aussi. Eh ben c'est nickel, tout se passe bien. Alors évidemment, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler de bien rester chez vous tout en respectant les mesures barrières. Allez, je vous annonce le programme de notre émission du jour. En premièrement, nous parlerons des différentes fins de championnat possibles à cause du coronavirus. Ensuite, on évoquera le cas du Hall of Fame de la Première Ligue qui a évidemment été reporté. À la suite de ça, il y aura la chronique de Théo qui est Théo prend la parole. On fera une page mercato sur le même thème que contrat ou pas contrat de notre chère Estelle. Et enfin, on fera un petit quiz pour terminer l'émission. Un dernier mot avant de débuter, parce que je sais que mes invités s'impatientent de commencer cette émission. Je voudrais remercier tous ceux qui nous écoutent régulièrement. Vous n'êtes pas nombreux, mais j'espère qu'on le deviendra finalement, pour avoir élu Tea Time comme la meilleure émission de l'année 2019 sur Sport FR. Voilà, ça fait toujours plaisir. C'est un petit titre en plus pour nous. Et puis c'est surtout, ça veut dire, ça remercie, ça récompense notre travail tout au long de l'année. Bon, comme pour toutes mes émissions, n'hésitez pas à réagir vers le hashtag TTWSFR que vous pouvez voir là-haut, sur le live directement ou sur la chaîne YouTube. Oui, je vais mettre le live. Je vais bientôt mettre le live sur le compte Twitter. Excusez-moi, il y a eu un petit problème de démarrage, mais vous inquiétez pas, ça va bientôt se faire. Je vais régler ça très 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 rapidement. On va commencer par le coronavirus et finalement toute cette histoire autour du Covid. Quelle fin sera la plus juste? Alors, on va faire ça très rapidement. Le 20 mars dernier, la FA a pris la décision de fermer les portes pour tous les championnats. Je cite, les organismes de football anglais pensent à tous ceux qui sont concernés par le Covid-19 et, non unis, et sont unis pour trouver les moyens de reprendre la saison 2019-2020 dès qu'elle sera sûre. La FA fera en sorte que tous les matchs de championnat et de coupe nationaux européens soient disputés dès que cela reste possible et sans danger. Je continue cette petite mise en bouche, cette petite situation que je remets alors que vous voyez les photos du coronavirus sur l'overlay sur votre vidéo. De plus, il faudra savoir que le règlement de la FA stipule que la saison ne peut pas se terminer au plus tard le 1er juin, mais le conseil d'administration a accepté que la date limite soit prolongée. La prochaine décision sera prise avant le 30 avril.
Alors, vu qu'aucun règlement n'offre de règles pour décider ce qui se passera en cas d'interruption définitive de cette saison, de nombreux médias ont évoqué plusieurs solutions. 1. Liverpool sera sacré champion. 2. On parle d'une Première Ligue totalement annulée et gelée. Une annulation suivie d'une PL à 22 clubs, c'est-à-dire les 2 premiers clubs de Championship sont promus, mais il n'y a aucun club relégué. On parle aussi d'un Liverpool sacré avec du coup une PL à 22 clubs. Et enfin, il y a des playoffs avec les 8 premiers du championnat. Bref, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais me tourner, vers Gabin pour commencer. Gabin, quelle est pour toi la situation la plus juste dans cette fin de coronavirus? Eh bien, c'est quand même assez délicat d'en parler parce que on va dire que la situation sanitaire, pour moi, elle n'est pas là de s'arranger parce que bah, surtout en Angleterre, quand on voit un petit peu comment ça se passe, rien que les dernières infos sur les dernières heures, c'est un peu complexe. Oui, Mais après, comme solution, déjà, c'est bien qu'il y ait plusieurs solutions, qu'il y ait quand même pas mal de débats autour de ça, qu'il n'y ait pas une seule directive qui serait envisagée. oui. Mais bah, pour moi, annuler vraiment la saison, ça serait un petit peu injuste, on va dire, enfin, pour le sport en général, je trouve. Enfin, après, on voit que bah, Liverpool, normalement, devrait être champion sans souci. Donc toi, tu mettrais Donc, Liverpool champion. Il faut se mouiller un peu, Gabin. ouais, je mettrais Liverpool champion, mais après, l'idée des playoffs est vraiment pas mal aussi parce que c'est pas mal. Quelque chose qu'on voit dans d'autres championnats. Je pense en Belgique aussi. En Belgique surtout, enfin, c'est à côté de chez moi, donc c'est pour ça que j'y pense. Comme il y a des playoffs pour Ligue des Champions, Europa League, je crois que ça se passe comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Après, ouais, je trouve que c'est une bonne décision, les playoffs ou alors Liverpool champion. Parce qu'après, la PL à 22 clubs, compliqué parce qu'on voit déjà une saison pour un club de première ligue entre bah, la première ligue et les clubs européens. Enfin, les matchs européens, les matchs de coupe entre la FA Cup et la Coupe de la Ligue, c'est déjà très très chargé. Donc rajouter 4 matchs supplémentaires, Finalement, je trouve que qu'importe ça la fait situation, beaucoup. Fabien, pardon, il y aura des problèmes au niveau du calendrier. Ouais, mais disons que c'est ce que je me suis dit en analysant un peu la chose. Je rejoins un peu ce que tu as pu nous lire au niveau des communiqués. Ah bah, selon moi, il y aurait deux possibilités, c'est de tout arrêter ou de reporter. Ouais, dans tous les cas, il y aura des gagnants, des perdants. L'arrêt total, pour moi, serait la meilleure solution parce que je vois mal comment on va reporter tout ça. On va déborder sur le mois d'août, il y a le mercato. On sait que dès le mois d'août, les calendriers en Angleterre, ils sont hyper chargés. Donc, je ne vois pas comment ils pourraient réorganiser tout ça. Et puis, si on arrête tout, bah, désolé pour Liverpool, après, c'est pas moi qui vais me plaindre s'ils ne sont pas champions, mais en Mais toute transparence, en toute honnêteté. c'est un avis subjectif ou objectif, Fabien? Toi, tu les mettrais champions ou pas? Non, non, objectivement, c'est ce que j'allais dire. Voilà, il faut quand même rester sportif. Ils ont mis 20 points à tout le monde, minimum. Ouais, le titre, ils vont aller le chercher sur le terrain. Ils l'auraient. Donc, je pense qu'ils le méritent. Maintenant, pour pour l'organisation des choses, je pense que objectivement, il faudrait tout arrêter. Maintenant, ce qu'on leur donne, ce qu'on leur donne pas, objectivement, oui, il faudrait leur donner, même si moi, personnellement, ça, c'est le cas de mes soucis. Mais après, il y a plusieurs solutions. Soit on distribue tout selon le classement actuel, on leur donne le titre, et puis le deuxième, le troisième, le quatrième vont en Ligue des Champions, etc. Ça m'arrange pas parce qu'il y a quand même une course à la Ligue des Champions qui concerne Chelsea, qui nous concerne nous, qui Oui, concerne effectivement, Tottenham. ça va toucher tout le monde. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, toi, des playoffs à 8 équipes? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, comment on fait pour la descente? Donc, il n'y a pas de descendant, donc il n'y a pas de Ouais, playoff de descente, mais des exact. playoffs à l'euro. Donc, je sais pas, soit on annule toute la saison, et puis c'est ce que je m'étais dit, ce que j'avais en tête, quid de la saison prochaine. Voilà le problème. Ou soit on reporte, mais ça me paraît impossible, hein. Comme je disais, il y a la reprise du championnat suivant, il y a un calendrier, il y a le mercato. Je pense que, en toute objectivité, la logique voudrait que ce soit l'Europe qui uniformise ça au niveau de tous les championnats. Ah, Euh, ce serait intéressant, ça, effectivement. Théo? Ah, pardon. mais non, j'allais dire, voilà, on connaît l'Europe et Oui, on c'est n'y vrai. arrive pas politiquement, donc footballistiquement, je pense pas que ça va le faire non plus.
Théo, entre les 5 situations que j'ai proposées, à savoir si vous nous écoutez, Liverpool sacré champion en 1, la Première Ligue totalement annulée en 2, en 3 une annulation suivie d'une Première Ligue à 22 clubs, c'est-à-dire les 2 clubs de Championship qui montent, mais pas de clubs relégués. Quatrième proposition, un Liverpool sacré avec le Premier League à 22 clubs. Et enfin, la cinquième solution, c'est des playoffs avec les 8 premiers du championnat. Qu'est-ce que tu penserais objectivement, Théo? Bah, pour moi, si tu nous parles de justice, ce qu'il y a de plus juste, ça serait de finir le championnat. Puisque voilà, un championnat, ça se finit selon les règles qui ont été stipulées depuis le début du championnat. Après, hier, il y avait plusieurs journaux qui parlaient du fait de le finir sur tout le mois de juin et qui ferait jouer presque tous les 3 jours au club puisqu'il faudrait aussi finir la Champions League. Là, ça peut très vite devenir compliqué pour les clubs. On ne sait pas dans quel état vont revenir les joueurs. Ça peut aussi profiter à certains clubs qui avaient des joueurs absents. Je pense à Son, à Kane, à Rashford, à Abraham. Donc, moi, je ne sais pas trop quoi en penser. Après, pour moi, le plus juste, c'est bien sûr de finir le championnat. Là, je sais pas, il y a une demi-heure, il y avait un article dans l'équipe qui disait que plusieurs clubs poussaient pour que la saison soit annulée et qu'il suffirait de 14 clubs sur les 20 clubs qui soient d'accord pour annuler la saison pour que la saison soit annulée. Donc ça redistribue un peu les cartes et ça rend l'annulation plausible alors que moi je pensais vraiment que ça ne pouvait pas être possible d'annuler une saison. Bah, de toute manière, des rumeurs, on aura beaucoup au fil des semaines, hein. Je pense que tous les jours, il y aura un petit article pour évoquer ces rumeurs-là. Juste, moi, je voulais partager ça avec mon expérience à moi. Je suis joueur de handball de national et il faut savoir que la Fédération française de handball a décidé de couper le championnat. Ah, pardon, peut-être que ça a Mal bugué. coupé. Ah, Ouais. bah, c'est vraiment bizarre ça que ça coupe alors que le live est pourtant de bonne qualité, excusez-moi. Je disais, moi je suis joueur de hand et ils ont coupé pour savoir qui va monter, qui va monter et qui va descendre au match aller. C'est-à-dire qu'ils ont pris que la partie aller. C'est comme si en Première Ligue on prenait les 18 premiers matchs et qu'on jugeait sur ça. Alors effectivement, ça peut faire des heureux comme des malheureux, mais qu'est-ce que vous en pensez? Bah, ça peut se faire, hein, mais encore une fois, pour moi, c'est injuste parce que si les clubs sont pas prévenus d'avance que ça va se passer comme ça, tu peux pas changer les règles en cours de route. Et que pour moi, couper 18 journées, c'est pas juste. Alors, ça peut profiter à certains clubs, mais ça ne profitera pas à d'autres clubs qui se sentiront sûrement lésés par ces décisions. Qu'est-ce que tu en penses, Gabin? Bah, moi, je rebondis parce que tu parles d'expérience personnelle Ah oui. et professionnelle aussi. Moi, de mon côté, je peux rebondir aussi dessus parce que moi, de mon côté, par rapport à mon boulot, je travaille dans un club de foot amateur qui est en Régional 1 et bah, je suis aussi dans le staff technique et justement, ça fait plusieurs jours qu'on en parle. Aujourd'hui, j'étais en appel avec le coach, notre président, après avec le groupe de joueurs. Et aussi de notre côté, enfin, il y a le président de la Ligue qui a annoncé que, enfin, plusieurs possibilités, sauf qu'en fait, nous, enfin, les matchs allés sont même pas terminés. En fait, le calendrier est hyper Ah spécial. ouais. On fait 11 journées en match aller, on commence la phase de retour, puis on revient en match aller. Donc en fait, nous, par exemple, on a un match de phase aller qu'on n'a toujours pas fait. Donc en plus, nous, enfin, mon équipe, on était quand même partant pour la montée. Après, on a le premier qui s'est fort distingué, mais je veux dire, par rapport à nous, notre point de vue, c'est embêtant parce qu'on a quand même fait des investissements. On a Ouais, recruté effectivement, ça joue, mais c'est vrai qu'on un. pourrait relier ça aux clubs de Première Ligue qui ont fait des investissements par exemple en Ah hiver oui, oui. et que si on fait que la première partie du championnat, après les investissements n'ont pas été rentabilisés sur le terrain, sportivement et financièrement même. Ouais. Après, le truc de couper avec tous les matchs phase aller, moi, malheureusement, je pense que c'est la meilleure solution parce que tout le monde s'est rencontré au moins une fois, donc on peut établir un bilan entre guillemets, même si après ça, forcément, les investissements de l'hiver, ils Bah, sont pas pris en compte, on va dire, c'est vrai. mais non, la situation reste quand même très difficile parce que franchement, pour trouver une solution, je pense qu'ils vont pas mal s'arracher les cheveux. Effectivement, je pense qu'on a un avis personnel Mais et difficile de donner un avis tout de suite avec une ouais, décision voilà, ferme. on a tous notre avis personnel et après, un peu objectif ou non selon nos clubs, pardon. Mais, mais ouais, non, c'est
très très compliqué parce que de toute façon, ça se joue dans le monde entier. On voit même, enfin, c'est pareil en France, comment ça va se déterminer, enfin, vraiment partout, quoi. Donc, et ça va repousser. Je vois des trucs, je crois tout à l'heure un truc passé comme quoi le mercato estival prolongé jusque fin décembre. Enfin, non, enfin, c'est non, pas possible. Enfin, c'est plus un mercato ou alors des débuts de saison en hiver. Enfin, Ouais, mais il y a c'est encore plein de choses à voir. Juste avant de donner la main à Fabien là-dessus, je voulais qu'il réagisse sur notre cher supporter de Manchester United de notre Tea Time d'aujourd'hui, qui réagit sur ce qu'avait dit Rio Ferdinand. Il a dit: Je pense simplement que la Première Ligue devrait être annulée. Annulez-la tout simplement. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Liverpool qui vont dire: Oh Rio, c'est juste parce que vous soutenez Manchester United et pas Liverpool. Ce n'est pas ça, c'est juste que je ne vois pas comment on peut le faire sans compromettre la santé des joueurs. C'est aussi simple que ça. Est-ce que pour toi, Fabien, il n'y a pas d'autre solution plus juste, j'axe bien la question sur le terme plus juste, que de supprimer la Ligue? Tu en parlais tout à l'heure. Ben, c'est délicat, écoute, je vais dans son sens et pas par rapport À la légende au qu'il est. fait que, ouais, ni par rapport au fait qu'on ne supporte pas Liverpool. Et mes mots sont pesés, mais non, concrètement, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, où je disais que pour moi, la meilleure solution, c'est l'arrêt total, mais donnez-leur le titre, hein, il n'y a pas de souci, arrêtons la saison et donnons-leur le titre, parce que c'est vrai qu'au niveau réorganisation, je me répète, mais je vois pas de solution. Au niveau santé aussi, on l'a vu, l'Italie, et j'accable pas l'Italie, mais il y a eu ce fameux match Atalanta-Valence à l'aller où on a réuni 45 000 personnes à Milan. Et puis, on a envoyé 25 gars au charbon, 25 Italiens de nouveau se déplacer à huis clos, certes, mais à Valence, où ça a certainement pas aidé au niveau de la santé des effectifs et des staffs. Donc, tant qu'il n'y aura pas un communiqué européen mondial qui dira il y a 0 cas avéré nulle part dans le monde, il faut arrêter de se déplacer, faut arrêter de faire se déplacer les foules, les effectifs, les joueurs, les staffs. Ça reste des humains, hein. Bon, eux, ils valent 100 millions d'euros, mais ils ont le même corps que nous, peut-être un petit peu plus sain, mais ils sont Ouais, quand même clairement. tous susceptibles d'être touchés et de ramener ça à la maison, de ramener ça dans leur famille. Donc, non, je le rejoins. Je pense que l'arrêt total, ça va être la solution la plus simple. Après, de nouveau, je me répète encore une fois, mais ouais, donnons-leur le titre s'il est avéré qu'ils le méritent. Et puis, en tout cas, pour rebondir simplement sur ce que tu disais par rapport au match aller, si je peux juste donner un avis personnel, euh, et ça ne concerne pas que Manchester United, je pense qu'il y a des clubs qui se sont complètement vautrés en début de saison Ah, mais clairement, euh, hein. qui, Il et y en a qui là beaucoup. maintenant sont en train de remonter. Et d'autres clubs qui cartonnaient en début de saison et qui là sont en train de redescendre. Donc qu'on arrête ça au match aller. Là par contre sportivement, je trouve on tire dans tous les sens Oui, et pour sur garder tout le monde. les termes de la question, ce serait injuste pour le coup, tu penses? Ouais, clairement, clairement. Je vois pas comment tu peux dire que, enfin, je sais pas, j'ai pas les chiffres en tête, mais que Southampton soit 17e peut-être après les matchs allés et 9e après les matchs retour. Bon, j'ai pas le classement sous les yeux, hein. Je prends un c'est vrai, exemple parce que. maintenant que t'en parles, j'y réfléchis et je vais aller vérifier parce que Mais c'est en pas tout faux cas, je ce que crois tu que dis votre début de d'ailleurs. saison était bien moins bon que la deuxième partie. Oui, Donc, oui, je confirme. Bah ouais, parce qu'on s'est réveillé après la claque du 9-0. voilà, donc Ah oui, un sportivement, match à ce serait Leicester pour moi qui s'est transformé en orgie. voilà, pour moi, ce serait la pire des solutions. Donc, voilà. Juste Donc, pour respect à Rio Ferdinand. une question pour Théo qui est un peu moins sur le terme de justice. Est-ce que pour toi, si Liverpool remporte cette première ligue là sur le tas dans les prochaines semaines au vu des décisions de la FA, est-ce que ça enlèverait tout le prestige de ce trophée ou est-ce que finalement ils l'ont mérité? Après, moi, je me mets à la place d'un supporter de Liverpool qui attend depuis 30 ans un titre de Première Ligue, qui va même pas voir ses joueurs le fêter et qui va même pas pouvoir célébrer ce titre. Moi, je me dis, c'est vraiment tragique et ça Ah, c'est rajoute horrible, hein. encore une Ah, c'est fois horrible. au mythe du Liverpool qui n'arrive pas à gagner de Première Ligue. La seule année où il cartonne, c'est une année où ils ne pourront même pas le célébrer. Moi, je trouve ça incroyable et ça, voilà, ça agrandit le mythe et moi, j'adore. Pour être très honnête Si je avec peux vous, juste intervenir, vas-y, interviens, Fabien, vas-y. ouais, je voulais juste me permettre de dire qu'on va leur faire prendre cher sur les réseaux sociaux s'ils gagnent un titre sur tapis vert. Alors là, pendant 20 ans, ils vont nous entendre parce qu'ils ne seront pas champions sur le terrain. Voilà, c'est une Personnellement, petite parenthèse. personnellement, Ça j'avais sera pas réservé mes vraiment places. tapis vert pour le coup.
Ah, excuse-moi, Gabin, je t'ai pas entendu. Si tu veux parler un petit peu plus Ouais, fort, non, peut-être? excuse-moi. Ouais, excuse-moi aussi d'avoir coupé. Je disais, c'est pas vraiment sur tapis vert parce qu'il y a quand même eu les matchs et ils ont prouvé que Oui, c'est vrai. enfin, clairement elle méritait. Donc bon, on va dire tapis vert, pas vraiment. Je suis pas fan de Le terme, Liverpool, ouais, hein, le terme n'est connaissant pas aussi forcément bien utilisé. les rivalités, enfin, rivalités entre grandes guillemets récentes entre les Saints et Liverpool. Mais bon, non, Pour être on va très dire honnête avec tapis vous, vert non plus, quoi. comme je disais, moi j'avais réservé mes places de billets d'avion et du coup j'allais rejoindre des supporters de la French Branch à Liverpool pour fêter ça, la parade après le match face à Newcastle le 17. Et bah, du coup tout a été annulé, hein. J'ai été remboursé à 100% vraiment parce que du coup j'avais le petit délai. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Avant qu'on change de sujet, j'avais une petite aparté à faire. Situation actuelle avec la situation d'une guerre mondiale, comme qu'il y avait eu en 39. Et donc il expliquait que, pardon, excusez-moi, je ne trouve pas les mots, que la situation qu'il y avait en 39, avec ce début où de ouais, les guerres sont loin de chez nous, ça ne viendra jamais chez nous, on va continuer à jouer, et puis finalement on arrête, et puis finalement on revient, etc., jusqu'à que la guerre arrive en bas de la maison, et puis tout arrêter. Est-ce que Gabin, toi tu dirais que la situation actuelle peut être la même situation qu'au début de la guerre, je dis bien, parce que évidemment les conséquences ont été beaucoup plus différentes. Bah, pour le coup, j'ai pas connaissance de la situation pendant les guerres, on va dire. Oui, c'est vrai. Mais non, de toute façon, c'est sûr que c'est une situation très particulière parce que bah, juste la phrase, une des phrases que tu as dites, ouais, ça viendra pas jusque chez nous. Enfin, on l'a tous vécu, on va dire. Ouais, clairement, Nous, c'est vrai. les premiers en France, on se disait ça. En Angleterre, c'est pareil. Donc forcément, on a tous été pris de court. Donc, dire sur ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est sûr. Donc déjà, il y a eu des bonnes décisions de stopper quand il le fallait, on va dire, parce qu'en Angleterre, ça a été stoppé quand l'épidémie était encore très maigre, il me semble. Mais, euh, mais non, c'est sûr qu'après, comparé par rapport au temps de guerre, là, pour le coup, j'ai pas les références, on va dire, mais c'est, on va dire, entre guillemets, comparable, parce que c'est vraiment un élément qui arrivait d'un coup, qui forcément prévient pas et qui bouleverse tout. Donc, on peut faire un rapprochement par rapport à ça, en effet. Encore une fois, j'avais une question un peu moins axée sur le fait que ça soit juste ou pas ces fins de championnat. Elle était pour Fabien et je voulais savoir, Fabien, est-ce que tu comprenais que certains clubs se mettent dans les prochaines semaines à geler les salaires des joueurs? Oh, Parce que ça ferait quelle du question. bien, ça ferait du bien à de nombreux clubs. Ouais, ça ferait du bien à de nombreux clubs et en même temps, je vais dire que ça reste des salariés. Ça reste des salariés, donc à partir du moment où la petite entreprise de ton quartier va faire des économies sur ton salaire, bah, je pense qu'on est tous logés à la même enseigne et puis que ces gars-là, voilà, ils touchent un salaire qui n'est pas le même. Maintenant, effectivement, ouais, ils vont pas être, ouais, ils vont être moins en difficulté, mais je pense que quand tu touches 2000 euros par mois ou quand tu touches 100 000 euros par semaine, c'est différent, mais en même temps, tu as un train de vie différent. Tu as plus de bagnoles, tu as une plus grosse baraque, tu as un loyer plus important, etc. Donc forcément, ces gars-là ne peuvent pas vivre sans salaire pendant des mois, des mois et des mois. Maintenant, quand je vois qu'il y a quelques stars qui peuvent se permettre de donner 1 million d'euros à juste titre, hein, et pour des bonnes raisons, donc pour pouvoir aider par rapport au coronavirus, etc., je pense que ça ne va pas les impacter autant que le salarié lambda qui touche 1500 euros par mois et qui, lui, a du mal à faire ses courses en fin de mois. Mais je pense que ouais, c'est geler totalement les salaires, non. Maintenant, trouver un compromis avec les joueurs, je pense que ces gars-là sont assez intelligents quand même que pour se dire qu'il y a d'autres priorités que de toucher leur million d'euros mensuels Ouais, au mois de mars, au mois d'avril. Mais oui, en tout cas, je pense qu'ils doivent faire des concessions sur les salaires des joueurs. sur les salaires, effectivement. Théo, le salaire de Callum Hudson-Odoi gelé, ça ferait du bien, non? Bah, surtout que, étant donné qu'il ne joue pas, ça change pas grand-chose. Après, moi, je rejoins complètement Fabien sur ce qu'il dit et que un salaire divisé par deux pour un footballeur,
ça représente pas énormément de choses, surtout là dans ces temps de confinement où ils ont beaucoup moins de dépenses, etc. Et ça peut énormément aider aussi tout ce qui est infrastructure du club qui doit continuer à tourner. Il y a aussi les petits clubs dans les fédérations qui sont vraiment en difficulté parce qu'ils ont des salariés et que eux, sans football, et bah, le club ne peut pas continuer à tourner. Donc il y a des initiatives qui sont prises et là-dessus, oui, c'est sûr, les footballeurs devront faire des concessions, mais je pense qu'ils sont tous prêts à les faire. Et ben, je pense qu'on a tout dit sur ce propos, sur le coronavirus, qui est la fin la plus juste de la première ligue. Est-ce que vous avez un mot à rajouter avant qu'on passe à un autre sujet? Non, c'est bon? Suivant. Next. Allez, next, messieurs. On va passer au Hall of Fame. Voilà, vous pouvez voir le changement au niveau de l'affichage. Donc, comme tout à l'heure, un petit point sur la situation pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas comment ça se passe, et comme vous, avant de pouvoir réagir, comme ça vous savez de quoi vous parlez. Le 27 février dernier, du coup, la Première Ligue lancera prochainement son Hall of Fame qui connaîtra et célébrera les qualités et le talent exceptionnel des joueurs qui ont honoré la compétition depuis sa création en 92. Le nom des 2 premiers joueurs intronisés doivent être dévoilés le jeudi 19 mars. Du coup, ça n'a pas été fait. J'en parlerai juste après. Une liste de candidats sera aussi rendue publique et les supporters pourront voter pour les anciens joueurs qui souhaitent voir rejoindre le Hall of Fame. Encore une fois, ça n'a pas été fait. Pour être éligibles, les joueurs doivent être à la retraite et seul leur passage en Première Ligue sera pris en compte. 17 mars dernier, en raison de la pandémie du coronavirus, l'APL prend la décision de reporter le lancement du Hall of Fame de Première Ligue jusqu'à nouvel ordre. Là, on n'a aucune date pour savoir quand est-ce qu'il retournera ce Hall of Fame. Évidemment, c'est des grandes cérémonies prévues où je ne sais pas comment ça se passait. D'ailleurs, ça n'a pas été forcément indiqué dans les sites. Donc, on ne sait pas si si le confinement empêche cela. Cela inclut l'annonce des 2 premières personnes intronisées lors d'un événement à Londres ce jeudi, donc c'est le 19 mars, qui aura inclus le dévoilement d'une liste de candidats présélectionnés et ça n'a pas été fait. Ma première question, en dehors du confinement et du Covid, parce que c'est bon, on va pas revenir sur est-ce qu'il faut le FM, quand est-ce qu'on va le mettre en juin, en mars, ce n'est pas la question. La question c'est est-ce que c'est pour vous une bonne ou une mauvaise idée? Je me tourne vers Gabin. Est-ce que pour toi c'est une bonne ou mauvaise idée le FM? Bah, c'est dans l'ensemble quand même une bonne idée, je dirais, parce que c'est vrai que ça porterait une nouvelle, entre guillemets, obligée de visibilité, entre guillemets, pour la première ligue, et puis ça récompenserait quand même les joueurs, et puis sûrement, peut-être il y en a qu'on aurait oublié, vu que, enfin après, c'est quand même assez récent la première ligue, mais je veux dire pour les plus jeunes d'entre nous qui découvriraient depuis 5-6 ans la première. Mais après, est-ce que c'est une nécessité? Pas vraiment, je dirais. Ouais, Donc, donc finalement t'es un peu dans le doute. Ouais, ça va être une bonne soirée, mais finalement ça va quoi. ouais, c'est une bonne idée, mais après, on l'aurait, si ça venait à pas se faire, parce que pour le coup, on sait jamais, ce serait pas non plus une très grande perte, on va dire. Pour moi, c'est mon idée après. Et ben on va en discuter. Fabien, bonne ou une mauvaise idée? Fabien, pardon. Pour moi, une bonne chose, une bonne idée. Je pense que ça permettrait de rendre hommage aux anciens, donc que les plus jeunes. Bon, bah, moi, j'ai maintenant passé la trentaine, donc j'ai pu connaître, entre guillemets, d'autres années de football où c'était déjà médiatisé, mais différemment. Et ça nous permettrait à tous de voir un football différent aussi, techniquement, tactiquement, de revoir en tout cas des joueurs qui ont participé à ça. Et puis de voir aussi qu'il y a des gars dans le passé qui ont fait se lever les stades, se lever les foules, sans que ce soit l'argent qui fasse le bonheur. Donc, même s'il y avait déjà de l'argent en Angleterre, on est d'accord par rapport à d'autres championnats, mais des gars qui ont rendu des villes et des supporters fiers de leur maillot, mais d'une manière différente. Donc, ouais, je trouve que ça peut être franchement une bonne. Théo, euh, toi tu t'es déjà exprimé là-dessus pour l'émission du CPLC de Corentin. D'ailleurs on l'embrasse, une émission de Sport FR qui est passée tout au long de la semaine dernière avec un travail excellent de Corentin. Tu t'es déjà exprimé, peut-être que tu as changé d'avis, bonne ou mauvaise idée? Ouais, non, moi je reste sur mon idée de base qui dit que c'est une bonne idée puisque c'est un trophée individuel en plus, mais qui est différent d'un ballon d'or ou d'un The Best parce que finalement c'est juste une consécration et
un hommage aux anciens dans une culture assez américaine qui va justement glorifier ces anciens. Et comme le disait Fabien, ça nous permet de nous rappeler des bons souvenirs, de bons. Alors peut-être que les premiers joueurs qui vont être intronisés, il va y avoir beaucoup de débats puisque qui mettre en premier? Parce que si tu mets les premiers, ça veut dire que c'est un peu les all-time, les meilleurs de tous les temps. Mais après, dans le futur, ça va juste être une fête que tout le monde partagera et que je pense qu'il n'y aura pas énormément de débats sur les joueurs qui vont entrer, tant il y en a qui mériteraient d'y entrer. Est-ce que pour toi, finalement, cette cérémonie, ça peut pas finalement être un problème et plus tard être ciblé et ça devient juste une émission qui permettra de passer une bonne soirée? Par exemple, plus tard, on pourra retrouver par exemple dans cette cérémonie de Hall of Fame les meilleures joueuses féminines de Première League, les meilleures ambiances, les plus beaux stades de l'année, etc. Et que ça peut finalement dérailler complètement de ces fameuses récompenses pour les joueurs. Oui, mais à quoi bon? Il n'y a pas tant de soucis que ça. La cérémonie, on n'en retiendra comme d'habitude, que les grands gagnants. Et bien sûr, ça va être une cérémonie chic avec tapis rouge, etc. Mais bon, c'est le football moderne. La première ligue est à la recherche de moments comme ça et le spectateur en est quand même friand. Gabin, t'aimerais bien voir Alan Shearer sur le tapis rouge aller chercher son trophée ou pas? Évidemment, moi, quand Théo disait qui choisir en premier, moi, c'est Alan Shearer qui me venait directement. Parce que bah, déjà, forcément formé chez nous. Après, bon, il n'a pas joué en première ligue enfin, en première ligue, sous l'appellation première ligue, avec nos couleurs. Mais enfin, pour moi, c'est vraiment quand on parle de fame, s'il y a bien une personne à y mettre, et même la première, c'est forcément lui. Et bah tiens, tu lances le Après, débat. Et en deuxième, parce que je te rappelle que c'est deux par an, deux par cérémonie, qui sont intronisés. Qui tu mettrais en deuxième? là, c'est une grosse question. J'y Je te j'y lai- pensais aussi, mais pour moi, le premier, le deuxième, un peu moins à décider. Parce que, bah, il y a tellement de joueurs qu'on pourrait mettre, on va dire, dans un premier lot. Donc, en choisir enfin, un deuxième véritablement, compliqué. Fabien, tu mettrais qui, toi, les deux joueurs intronisés au début? Ouais, j'avais juste une petite question parce que j'ai pas l'info, je sais pas si vous l'avez. Est-ce que les joueurs décédés peuvent figurer au Hall of Fame? Oui, les joueurs décédés peuvent figurer au Hall of Fame. Ok, Mais ça par c'est contre, déjà une bonne. oui, par contre, c'est un joueur qui doit avoir joué en Premier League et c'est son aventure avec ce club de Premier League qui sera comptabilisée à partir de 92. C'est-à-dire que si c'est un ancien joueur, vraiment ancien joueur, mais qui est parti D'accord, de la Premier d'accord. League avant 92 et qu'il est décédé, il n'aura pas le titre. Ok, ça j'avais pas l'information, mais ok. Non, mais comme ça tu m'éclaires un peu. Je vais pas être 100% objectif, hein. J'ai gratté dans les coins de mon cerveau. Bon, de nouveau, j'ai passé la trentaine, comme je le disais, mais j'ai pas 60 ans non plus. Donc, j'ai pas tous les souvenirs. Mais j'avais envie, sans être objectif à 100%, de mettre Geeks. Parce que j'ai regardé un petit peu encore, je me suis un petit peu souvenu de ce que ce mec a apporté pas seulement à Manchester, mais au championnat d'Angleterre en général. Et en quelques chiffres, hein, je ne vais pas vous saouler avec ça, mais c'est quand même 24 saisons. C'est 963 clubs, 2 Ligues des Champions, 2 finales, une Coupe du Monde, une Coupe intercontinentale, une Super Coupe, 13 championnats, 6 fois vice-champion, 4 Coupes d'Angleterre, 4 League Cup et 9 Community Shields. Euh, Ah, c'est et prestigieux, je hein. regardais justement depuis la saison 92, ça c'est vrai que je m'étais basé là-dessus, de 92-93 à 2012-2013, c'est-à-dire depuis la dénomination Première Ligue, il a au moins donné une passe décisive par saison, donc il a au moins fait se lever la foule une fois chaque saison, et il a marqué toutes les saisons de 90 à 2013. Pour le palmarès de notre club, je pense que je le mets, ouais, d'office. Et puis je trouve que, alors peut-être pas dans les deux premiers, hein, parce que chaque club a aussi des légendes, mais je pense qu'en tout cas, si c'est pas la première émission, il doit figurer dans la deuxième ou dans la troisième. Je vois pas comment on pourrait me dire le contraire. Mais voilà, encore une fois, c'est subjectif. Je me suis basé sur mon club, mais quand je relis le palmarès là, en vous le donnant, je trouve que
ouais, ça mérite quand même d'être honoré. Et dernière stat d'ailleurs, un but tous les 5,7 matchs pour quelqu'un qui a pendant 24 saisons jamais joué attaquant. Ah bah là, Donc c'est magnifique. C'est des stats et un c'est assez palmarès que énorme. ne pourra pas s'offrir Tottenham, par exemple. Ouais, tu le diras toi-même. Juste avant que Théo prenne la parole, je vais te dire, Théo, il y a une image qui vient d'apparaître sur votre vidéo. C'est John Terry au but. Une histoire de carton rouge ou de gardien blessé. Oui, c'est ça. C'est Cech qui se fracture le crâne suite à un Ouais, contact avec Hunt. Donc ouais, d'où le bah casque, oui. hein, finalement. C'était le 14 octobre 2006. Et Dès la première année de mettre John Terry, sachant qu'il a pris sa retraite c'est trop proche en soi. Je rejoins mes camarades sur Shearer et Giggs. Je pense qu'il n'y a pas photo. Voilà, surtout qu'il représente bien le début de l'ère Première Ligue. Moi, après, si je dois y mettre un petit avis personnel, ceux qui m'ont fait aimer la Première Ligue, j'irai vers un Henry ou un Lampard, mais c'est c'est peu objectif avec Ryan Giggs. Voilà, il n'y a rien à dire. Du coup, pour t'aiguiller, Gabin, sur ton second choix, il y a la BBC qui a publié un site où les gens pouvaient voter pardon, sur 10 noms d'anciens joueurs. Et ainsi, la BBC Sport a publié, après des milliers de votes, une liste de 10 noms. Thierry Henry, première position, Alan Shearer en deuxième, Lampard 3, Vieira 4, Peter Schmeichel, surprenant cinquième de ce classement, Ryan Giggs 6, Roy Keane en 7e position, John Terry 8e, Ferdinand en 9 et Steven Gerrard arrive à la 10e place. Est-ce que ça t'a un peu aidé pour amener un deuxième joueur si tu devais un peu te mouiller? Moi, ça me surprend de ne pas pouvoir mettre le Il y a eu des titre milliers de votes, objectif, donc mais finalement. ouais, non, mais oui. Non, bah après, ouais, bah, la liste est quand même phénoménale, quoi. Donc, même en ayant une liste de 10 joueurs, pareil, en ressortir, mais après, si je devais en choisir vraiment, je choisirais Thierry Henry, histoire d'avoir le petit côté Frenchy, et puis pas n'importe quel joueur non plus. Donc ouais, si je devais en choisir un deuxième parmi cette liste, on va dire, je prendrais Titi Henry, moi. Eh ben écoute, on prend Titi Henry, ça fait plaisir. On va passer à la troisième chronique parce que le temps passe, il est déjà 18h40. Et oui, si vous nous rejoignez, sachez que je suis avec Fabien de Manchester United, supporter club français, avec Gabin de Southampton France et Théo Putavi de Wisport FR, et évidemment, accessoirement, de Chelsea France. Rapidement, je rappelle que vous pouvez réagir via ce live, via le hashtag TTWSFR, Tea Time ou eSportFR évidemment, ou réagir via la page YouTube et encore dans le lien Periscope. C'est l'heure des coups de gueule et des coups de cœur. Mais avant, la chronique de Théo. Voilà, vous l'avez, c'est Théo prend la parole. Et Théo, je vais te laisser commencer par ton coup de gueule finalement. Commencer à t'exprimer dans cette belle chronique qui t'appartient. Ouais, bah, tu m'as demandé de faire un coup de gueule. Alors moi, ça sera plutôt un coup de gueule rétrospectif sur la saison et en particulier sur l'arbitrage. Parce que après une saison de VAR en première ligue, je trouve que le bilan vraiment n'est pas du tout encourageant. Alors moi, je fais partie de ceux qui croient en la VAR, mais qui sont contre son utilisation actuelle en première ligue. Alors je vais citer une phrase que martèle beaucoup le journaliste Bruno Constant et qui dit tant qu'il y aura de mauvais arbitres derrière la VAR, trois petits points. Et moi, je partage cet avis parce que initialement, la VAR, elle devait rendre le foot plus juste, mais finalement, je trouve qu'elle n'y change pas grand-chose. Alors bien sûr, grâce à la VAR, on a su que, par exemple, Pukki était hors jeu face à Tottenham, que Giroud avait un orteil devant la ligne contre United. Mais certains considéreront que c'est de la justice, mais pourquoi pas? Mais moi, je trouve ça plus ridicule qu'autre chose que de tracer des lignes pendant 2 minutes et de voir si un joueur est hors jeu. Après, moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est quand la subjectivité entre en compte dans la VAR. Euh, pour moi, là, personnellement, j'ai passé mon adolescence à me dire que Chelsea se serait qualifié contre le Barça en 2009 s'il y avait eu la VAR.
Et bah là, actuellement, je me demande en fait si on se serait vraiment qualifié. Parce que avec la VAR, les arbitres sont totalement déresponsabilisés et les assistants vidéo ne prennent très peu d'initiatives. Et il y a plein d'exemples qui me viennent à l'esprit. Je vais penser par exemple au coup de pied de Maguire sur Batshuayi lors du dernier match. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la semelle de Winks sur Azpilicueta qui prend pas carton rouge alors que Aubameyang avait pris carton rouge pour moins que ça face à Crystal Palace. Quand un arbitre de terrain fait une erreur, tu te dis qu'il a une excuse parce qu'il y a la rapidité, il n'a pas de ralenti, etc. Mais quand un assistant vidéo en fait, tu te dis juste qu'il est incompétent. Et moi, plusieurs fois dans la saison, je me suis dit que le spectacle était un peu gâché par l'arbitrage. Et je trouve ça dommage parce que la Première Ligue est un tellement beau spectacle qu'il ne faudrait pas le gâcher par quelque chose de si bête et puéril. Voilà, c'était mon coup de gueule. Waouh! Incroyable, ça a envoyé du lourd. Ça a envoyé du lourd Ah ouais. pour cette première chronique, le coup de gueule autour de la vidéo à arbitrage. Du coup, c'est intéressant parce que finalement, t'arrives pas à avoir un avis soit noir, soit blanc, soit on met la VAR, soit on la met pas. Toi, tu es pour la VAR, mais tu es surtout pour une bonne utilisation. Je me tourne vers Gabin. Est-ce que pour toi aussi, la VAR, c'est un gros coup de gueule cette saison? Ouais, bah moi je rejoins aussi Théo sur ses propos. Après, quand je prends le cas par rapport aux Saints, enfin, la VAR nous a plus aidé que... Oh, je perds le mot. Que. Bah, plus aidé que de manière négative, on va dire. On a été plus favorable D'accord, ok. sur des D'accord. mains ou des D'accord. hors-jeux T'as plus adverses. été avantagé que dévantagé. Désavantagé, Voilà, pardon. voilà, c'est ça le mot avantageux. Mais après, dans l'ensemble, c'est sûr que vraiment l'utilisation, le principe est top. Franchement, c'est quelque chose qui aurait dû être mis en place depuis. J'ai Mais coupé après, mon micro. J'ai coupé mon micro. mais après, c'est sûr que l'utilisation actuelle est vraiment très mauvaise. Et comme, enfin, limite, on célèbre même plus les buts. En fait, on attend, ah bah, attends, on va voir si la VAR valide et après on célèbre. Non, on perd totalement la magie du foot, entre guillemets. Et ce que je trouve aussi, c'est, selon moi, les arbitres ne vont pas assez consulter l'écran eux-mêmes, de se faire un avis par eux-mêmes. Ils laissent vraiment décider les arbitres annexes qui sont dans le car ou dans les bureaux, je ne sais plus comment ça se passe en première ligne, pour prendre la décision plutôt qu'aller checker eux-mêmes. C'est vraiment, je trouve, assez dommage parce que c'est eux qui sont sur le terrain, ceux qui sont les mieux placés pour bah, justement prendre la décision, mais on laisse plutôt un arbitre annexe décider. C'est pas. Alors oui et non, parce que finalement, l'arbitre annexe est aussi arbitre de match le week-end d'après. Ça tourne, tu sais, c'est le par exemple. Oui, non, mais oui, ouais, mais je veux dire, Oui, sur le papier, finalement, ouais, il y sur a un. l'instant, c'est pas lui qui est sur le terrain. Oui, c'est vrai. Donc après, on peut dire que ça revient au même parce que lui, au moins, il a les bonnes images, le bon angle de vue. Mais après tout, faut laisser le jeu se faire aussi quand même parce qu'après, Cher plus- Red Devils, est-ce que pour toi, tu rejoins le coup de gueule de Théo et donc partagé par Gabin ou est-ce que tu vois autre chose pour la VAR? Non, clairement, moi j'étais super encouragé par cette idée parce que je m'étais dit que l'Angleterre, en plus, qui est toujours à la pointe de la technologie, ça allait super bien fonctionner. Le problème, c'est qu'ils sont trop à la pointe de la technologie. Donc ils utilisent toutes les lignes jaunes, bleues, rouges, vertes que tu peux utiliser pour trouver 1 millimètre ou un ongle d'orteil qui peut permettre à l'attaquant de marquer et ça fait qu'il est hors jeu. Euh, donc voilà, déçu. Et en même temps, je vois pas d'autre solution. L'Italie avait lancé la mode des 45 arbitres autour du terrain. Le problème, c'est que si le 44e louche, bah, il voit quand même pas la faute ou le hors-jeu. Donc finalement, c'était une bonne initiative. Après, de dire que les gars sont incompétents derrière les caméras, oui et non. J'ai envie de te dire qu'il faudrait limiter le nombre de fois où tu peux l'utiliser sur. Je m'explique, je pense un peu au tennis, où tu as cette mode des challenges, Ouais, des challenges, mais effectivement. pourquoi pas accorder 3 challenges à chaque équipe. Et puis tant pis, si à la mi-temps, l'entraîneur a demandé 3 challenges et que la quatrième fois, ben, il y avait hors-jeu, mais personne ne l'a vu, et ben, tant pis pour lui.
Mais au moins ça enlève la pression du gars qui est derrière la caméra et qui, 18 fois sur le match, doit se justifier, de dire ouais, ok, là il est hors jeu, là il est pas hors jeu, là Maguire donne un coup de pied volontaire, entre parenthèses. Ok, c'était léger, mais bon, Oui, mais voilà, ça. Gabin parlait du fait qu'aujourd'hui, les joueurs attendent la vérification de la VAR pour pouvoir célébrer. Est-ce que toi aussi, tu partages cette idée? Là, parce que oula, pardon, on leur en a donné la possibilité. Effectivement, les mecs sont plus sûrs d'eux. Ils se disent, ouais, je crois que j'ai le poignet qui dépasse dans le dos de l'adversaire. Est-ce qu'il va m'accorder le but? Est-ce qu'on va encore attendre 2 minutes, 3 minutes? Enfin, honnêtement, on a un parfait exemple. Ça m'a fait bien rire, c'est Manchester-Bruges. Je ne sais pas si vous avez vu le match où le défenseur nous sort une parade, une claquette au point de pénalty et empêche, à mon avis, un but. Penalty, pas penalty, 5 minutes où Bruno Fernandes doit tirer un penalty ou pas. Enfin, j'ai trouvé que c'était une mascarade, mais Oui, ça parce enlève que toute la chaque. beauté du sport finalement. Et ça a enlevé, enfin, il y avait même pas à se poser la question. Je crois que le monde entier avait vu qu'il y avait penalty, carton rouge, et puis finalement le gars rentre au vestiaire. Mais non, on lui dit que peut-être pas. Je trouve qu'on l'utilise trop. Et du coup, à force de l'utiliser trop, ben, on l'utilise mal. Si on l'utilisait moins, et pour des cas vraiment concrets ou des cas où l'équipe qui se sent lésée peut faire valoir la VAR, pourquoi pas. Mais là, malheureusement, l'Angleterre a poussé trop fort, mais je pense, en lisant un peu dans les médias, qu'ils vont en revenir. Hein. Je pense qu'ils vont adapter un petit peu la situation, si je me trompe pas. Mais j'ai cru comprendre que pour les hors-jeux, ils allaient être un petit peu moins pointilleux, parce que c'est surtout, en fait, les hors-jeux. Hein. Pour le reste, ça prête moins à débat, mais quand on voit les hors-jeux, il faut arrêter. Ouais, effectivement. Bah, vous pouvez Si voir l'image, hein. vous regardez le résumé d'un week-end en Angleterre, il y a 6 buts où tu peux discuter d'un centimètre hors jeu ou pas hors jeu. Et là, je trouve que c'est un petit peu. Laissons l'avantage à l'attaque. Et en plus, on a la chance de supporter des équipes qui jouent dans un championnat super offensif et où c'est attaque, attaque, attaque. Laissons l'avantage à l'attaquant parce qu'on va se retrouver finalement dans un championnat que je ne dénigre pas l'Italie où ça va être défense, défense, défense parce que les gars ils oseront plus se projeter vers l'avant parce qu'ils savent qu'à chaque opportunité qu'ils ont de marquer, ils sont sensiblement hors jeu d'un millimètre. Alors moi, Donc j'ai voilà. quelque chose à revenir avec Théo. Théo, tu parlais de spectacle, tu parlais que la VAR tuait le spectacle, la Première Ligue, qui est ce si beau championnat. Finalement, moi, j'ai posé cette question à mon petit frère et il m'a répondu la chose suivante. Il m'a dit, est-ce que quand Sterling met ce dernier but dans les derniers instants de la rencontre face à Tottenham en quart de finale de la Ligue des Champions, est-ce que le fait qu'il y ait la VAR, ça a tué le spectacle? Eh bien non, ça n'a pas tué le spectacle vu qu'on s'en souvient encore aujourd'hui, on se souvient de ce moment, on se souvient que ça a été checké, on se souvient qu'il y avait faute, qu'il y avait hors-jeu, pardon. Et du coup, ça a embelli finalement ce moment et c'est pour ça qu'on s'en rappelle encore plus, non? Oui, mais il y a hors-jeu et hors-jeu. Je me souviens plus exactement de la situation de Sterling, mais je crois qu'il était vraiment hors-jeu. Moi, je parle surtout là de ce que disait Fabien. C'est les lignes géométriques pendant 2 minutes pour t'enlever un but qui était valable à 1 millimètre près. Et ça, pour moi, c'est ridicule et c'est pas du foot. Au bout de 2 ralentis, tu vois très bien si un joueur est hors-jeu ou pas. Et t'as pas besoin de tracer des lignes et pour essayer de prouver qu'il est hors-jeu. Ça va à l'encontre du spectacle, d'essayer d'enlever du spectacle. Et donc, bien sûr, ça va être la justesse absolue, mais un hors-jeu, tu le vois, tu traces une ligne de base, tu vois s'il est hors-jeu ou pas. S'il est sur la même ligne, avantage à l'attaque, un point c'est tout. Avantage à l'attaque ou défense? C'est bizarre quand même de donner un avantage à l'attaque. Non, tu te donnes l'avantage à l'attaque parce que là-dessus, on veut aller vers une ligue qui prône le spectacle. Tu donnes avantage à l'attaque dans le sens où les joueurs sont sur la même ligne. Il n'y a pas eu de désavantage pour le défenseur. Ça se joue à une microseconde, à 10 centimètres, à une épaule en avance. C'est rien du tout dans une action. Gabin, est-ce que pour toi la VAR doit être présente la saison prochaine? Oui, oui, bah oui, bien sûr, ça doit être présent. De toute façon, maintenant que c'est mis en place, je pense qu'il y a eu quand même surtout pas mal d'investissements pour mettre en jeu. C'est vraiment le point noir, on va dire, de la VAR cette saison. Mais après, non, bien sûr que ça doit rester présent pour même pour les mains dans la surface ou les cartons, les possibles cartons rouges et tout. Mais non, pour moi, ça doit rester juste avoir une bonne révision. Mais ça serait bien que tout le monde soit sur le même point, on va dire, parce qu'au final,
enfin, je veux dire que le point réglementaire, on va dire, par rapport à la VAR, soit pareil en Angleterre, comme en France, comme en Espagne, comme enfin, un peu partout, que ce soit à peu près, on va dire, l'UEFA ou la FIFA, qui, pour moi, je pense, décide de cette mise au point. Avant de passer au coup de cœur finalement de cette chronique, Théo prend la parole, cette première chronique où il a mis en coup de gueule l'utilisation du VAR et pas par contre, oula excusez-moi, Théo a dénigré l'utilisation du VAR et pas la mise en place du VAR en Première Ligue cette saison. Je voulais poser une petite question à Fabien qui était la suivante. Est-ce que pour toi, euh, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Est-ce que pour toi, il devrait y avoir pour ces hors-jeux un avantage attaque comme disait Théo? Ouais, mais c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Et je voulais rebondir justement sur ce que Théo disait par rapport à ça. Je suis en train de me faire un nouvel. C'est d'abord pour voir hors jeu de 1,5 cm, les gens seront contents. Ou si ça marque des buts. Donc, ouais, je dis avantage à l'attaque, bien sûr, dans la mesure du raisonnable. Mais une rotule ou un orteil, je pense qu'il faut arrêter de déconner. Très rapidement, pour finir le tour de table, Gabin, oui ou non pour donner l'avantage attaque pour quelques centimètres? Ouais, avantage attaque, selon moi. Comme, enfin, je rejoins les points de vue de Fabien et Théo. Et oui, bien sûr, la première ligue, c'est un championnat qui prend le spectacle. On donne avantage à l'attaque. Et comme disait Fabien, ça m'excite plus de voir des buts que de voir des défenses pas en encaisser. Eh bien écoutez, on va passer au coup de cœur de Théo qui est, attention mesdames et messieurs, on t'écoute. Bah, c'est beaucoup moins original et c'est sur Chelsea et en particulier les Baby Blues, qui sont les jeunes de l'académie qui ont réussi à s'imposer en équipe première cette année. Alors, il y a plusieurs éléments de contexte qui expliquent le phénomène, dont le plus grand est l'interdiction de recrutement initialement prévue pour deux mercato cette année. Lampard, pour sa première année en tant qu'entraîneur, donc s'est appuyé dès le début de saison sur des joueurs comme Mason Mount, Tammy Abraham, Fikayo Tomori. Quand il est revenu de blessure, c'est Reece James qui s'est installé dans la rotation. Et plus récemment, lors des deux derniers matchs, Billy Gilmour, qui a montré à l'Europe qu'il était le futur crack écossais de Chelsea. Donc moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est que durant cette fameuse année de transition dont tout le monde parle, et ben, elle a été très efficace puisqu'elle a renforcé l'effectif avec de nouvelles têtes. Et donc c'est très encourageant pour la suite quand on connaît les ambitions du club qui sont de revenir à la tête de la Première Ligue et de redevenir un grand d'Europe comme elle l'a été par le passé avec le grand Chelsea. Voilà. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié de mettre le petit micro. Merci pour ce petit coup de cœur sur les Baby Blues. T'en as cité plusieurs, hein, Abraham, Mount, etc. Moi, je voulais poser une question à Gabin. Est-ce que pour toi, Chelsea a une génération qui est peut-être très dorée niveau mondial? Ouais, ouais, je confirme. En plus, bah, moi, j'ai vu Chelsea en action en Ligue des Champions quand ils sont venus jouer à Lille. Mais non, c'est sûr, après, comme disait Théo, ce qui a aidé, on va dire, entre guillemets, c'est forcément l'interdiction de recrutement. Mais est-ce qu'il fallait pas ça pour que, enfin, au niveau interne du club, on voit qu'il y a des belles générations parce qu'il y a quand même plusieurs joueurs formés au club ou qui sont passés en étant plus jeunes, qui n'ont pas eu leur chance et qu'on voit maintenant exploser sur la scène mondiale. Je pense bah, par exemple à De Bruyne ou encore Salah qui était passé, pas formé au club, mais qui était passé par là aussi. Donc pour moi, c'était une belle chose et oui, ils ont une très belle génération. Une très belle génération. Après, forcément, étant pas supporter de Chelsea, je ne suis pas les résultats des U23 ou des 18 enfin, pour savoir si justement ça continue encore d'arriver ou pas. Mais enfin, je sais que je crois que Chelsea a prêté un de leurs U23 à Southampton, Jacob Maddox. Je crois si Théo, tu me rattrapes si je me trompe, mais je pense qu'il va à Chelsea. Bah, j'ai pas l'info là, tu m'en apprends. Ah, si, bah, moi je sais qu'il arrivait cet hiver de notre côté. Mais, mais non, c'est sûr que oui, ils ont une très belle génération. Ça,
c'est sûr. Alors, espérons qu'il ne gâche pas tout avec maintenant le fait qu'il puisse de nouveau recruter. Parce que pour moi, Ça peut changer beaucoup de choses. bah ouais, parce que par exemple, enfin, on voit Abraham qui explose enfin parce que il avait fait des belles saisons en prêt en Championship, mais je crois il avait retenté sa chance en première ligue. Je sais plus si c'était à Chelsea ou dans un autre club où il À était prêté. Swansea. À Swansea. Voilà, à Swansea, ouais. Et où ça avait bien marché, il me semble, mais pas top top. Et là, vraiment, le VAR a explosé. Enfin, c'est super, quoi. Même, Théo parlait de Billy Gilmour, je crois, c'est ça? Ouais. Je le prononce un peu mal, Billy Ouais. Gilmour, ouais. Qui, enfin, en 2-3 matchs, pareil, c'est révélé comme pas possible. Moi, un qui m'avait surpris quand je l'ai vu en action, c'était Rhys James sur le côté droit. Waouh, enfin, ouais, ils ont vraiment une très belle génération. Bah, c'est surtout que ça change, hein, parce que sur le côté droit, on n'a pas l'habitude d'avoir quelqu'un à Chelsea. Je Tu voulais... vises qui là? Je vise personne. Ouais. Théo, rapidement, je veux juste que tu reviennes, parce que Gabin, du coup, a évoqué le fait qu'il y a un contexte et que, comme tu l'as évoqué toi-même, mais Gabin a souligné le fait que Chelsea était un peu contraint de faire confiance à des jeunes qui n'avaient pas eu leur chance auparavant. Par exemple, Abraham, qui avait été souvent prêté. Est-ce que tu rejoins cet avis? Ah bah bien sûr, il n'y avait pas le choix en fait. L'effectif qu'avait Lampard entre ses mains, il était restreint. Après, il a quand même fait des choix de mettre au cœur de son projet ses joueurs. Il aurait pu s'appuyer sur les anciens qui étaient quand même présents, mais il a quand même fait confiance dès le début de la saison en ces jeunes qui n'avaient aucune expérience, voire très peu, en première ligue. Et c'est là-dessus où je félicite Lampard et je le remercie parce que il a, il a fait quelque chose qui va permettre, je crois, au club de passer dans une nouvelle dimension à condition qu'il y ait des superstars qui arrivent derrière pour les épauler. Fabien, on est d'accord que la pépite Jesse Lingard, c'est pas du niveau de ces jours-là. Je prends ça comme une insulte. On embrasse Mais Jesse Lingard s'il nous écoute. Non, plus sérieusement, tu peux revenir là-dessus? ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec Théo dans le sens où c'est exactement ce que j'allais dire. Enfin, on a eu l'occasion en fait de se rencontrer pour la première journée et après le départ d'Eden Hazard et puis l'intronisation de quelques jeunes, ils avaient fait un gros début de match. Bon, on leur met 4-0. Je m'étais dit ça va être quand même compliqué pour eux cette saison. Bon, on les a battus quand même 3 fois, mais ils sont devant nous au classement. Donc ça veut dire quand même que Lampard fait du bon boulot avec ces jeunes-là, que c'est des jeunes qui sont concentrés sur l'objectif du club. Maintenant, effectivement, quand je dis que je rejoins Théo, c'est sur le fait que il va falloir quand même, je pense, les épauler. Euh, Parce qu'il y a des gars, après je juge pas, mais Christensen pour moi c'est pas assez bon pour épauler des jeunes. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais je pense qu'ils vont devoir investir sur un gardien. On connaît le problème, on connaît le. Dis surtout Bah, pas ça. Dis surtout je pas trouve ça. Kepa, Kepa pour moi, c'est loin d'être exceptionnel. Et alors le problème derrière, c'est Caballero. J'ai l'impression de ne l'avoir jamais vu ne pas encaisser, ou le peu que je le vois, il encaisse, en tout cas. Donc je pense que voilà, il faudrait que cette équipe aille chercher quand même un ou deux grands noms qui ont fait leurs preuves, qui sont en train de les faire, et pour pouvoir venir épauler tous ces gamins qui sont en train de monter en puissance. Maintenant, je pense que ouais, le contexte a fait que voilà, ils n'ont pas eu le choix de mettre des jeunes. Bah, finalement, ça leur a rendu service. Donc je pense ce serait une mauvaise idée de faire machine arrière et de dire à Abraham, même si on connaît le contexte Giroud que Giroud rend des services, le peu qu'il joue, en tout cas là, il revient quand même dans le parcours. Mais j'imagine mal Lampard dire à Abraham, écoute, tu as fait une super saison, mais maintenant tu vas t'asseoir sur le banc et on va rechercher une grande star. Donc, ça va être un travail compliqué, hein. Il va falloir pouvoir comprendre à ces jeunes-là qui ne vont pas jouer tout le temps. Par contre, qu'ils doivent rester impliqués, malgré qu'il y ait des stars qui viennent les épauler. En tout cas, je suis assez surpris et ouais, enfin, il y a aucune haine entre Manchester et Chelsea, donc de mon côté encore moins. Donc ouais, chapeau, franchement. Je pensais pas en tout cas au vu là qu'ils allaient s'en sortir comme ça, qu'ils allaient être
au même niveau que d'autres grosses écuries à cette période-ci avec le contexte qu'on connaît. Eh ben, écoute, merci Théo pour cette chronique qui a eu du répondant évidemment, hein, sur, je rappelle, ton coup de gueule, la vidéo arbitrage et ton coup de cœur, les Baby Blues, qu'on a nommé tout au long de l'émission. Le temps presse, on va passer au l'avant-dernier point, enfin le dernier point avant le quiz finalement de ce live. C'est le Mercato, la page Mercato qui s'ouvre tout de suite. Alors c'est très simple, comme j'ai annoncé dans le programme. Étant donné que l'équipe Mercato ne tourne plus et que je me suis permis de reprendre le même concept que cette page Mercato, donc on embrasse d'ailleurs Estedoni et toute son équipe au passage. Si vous ne connaissez pas, le principe est simple. Je fais rapidement le point sur un dossier chaud, j'annonce les éventualités à laquelle vous répondez oui, non ou le nom d'un club et ensuite on débat. Ok? Est-ce que ça va pour vous? Oui. Ça n'a pas l'air trop compliqué, hein. Eh ben c'est nickel. On va faire donc j'annonce la situation, je fais un tour de table et on en discute juste après. Alors on va commencer par Dean Anderson. Alors Dean Anderson, c'est le gardien numéro 1 de Sheffield United. C'est tout simplement un des meilleurs gardiens de Première League cette saison. Il compte un des meilleurs taux d'Europe même. C'est un joueur formé à Manchester où il est prêté avec les Blades cette saison. Aux dernières nouvelles et selon 11 mondiales, Dean Anderson serait sur les tablettes de nombreux clubs, dont le Paris Saint-Germain. Mais l'objectif des dirigeants mancuniens est de ramener le joueur portier anglais à Manchester l'été prochain, dans le but qu'il soit numéro 2 une saison, avant de laisser partir de Réa en 2021, soit 2 ans avant la fin de son contrat. En gros, l'objectif des dirigeants mancuniens est simple, ramener Dean Anderson l'été prochain dans le but qu'il s'acclimate à la Première Ligue et qu'il soit derrière De Réa pour être bien encadré, et un an après, virer De Réa pour qu'il prenne la place de numéro 1. Je parle évidemment de Dean Anderson. La question est la suivante. Si vous êtes Dean Anderson, mettez-vous à sa place. Est-ce que vous allez à Manchester l'année prochaine en tant que numéro 2 ou vous demandez à être de nouveau prêté, que ce soit à Sheffield ou dans un autre club? Je vais commencer par Fabien. Oh, Pardon? commences très fort. Tu commences très fort. Ouais, je commence très fort. Ouais. Ça mériterait un débat d'une demi-heure, mais ouais, moi, à sa place, dans les conditions que tu cites, je me fais prêter encore une saison. Tu te prêtes encore une saison. Ensuite, Théo. Moi, je vais à United. Tu vas à United. Et enfin, Gabin. Moi, je prêtais. Prêté? Eh bien, écoute, je te laisse la main. Vas-y, je te laisse la main. Parce que être. J'ai un problème avec mes écouteurs, il y en a qu'un qui est pas. Être. Après la saison qu'il est en train de faire, être numéro 2 la saison prochaine, donc passer, on va dire, faire quoi, 10-15 matchs sur toute la saison, ça serait grave et il prendrait, je pense, un coup dans sa lancée et dans son évolution. Donc pour moi, je me referais prêter et après, pas dans n'importe quel club. Pourquoi pas repartir à Sheffield, justement, qui fait d'ailleurs une très bonne saison pour un promu. Mais après, moi, je pense, hein, après, c'est un avis extérieur, que Derea a quand même fait son temps à United. Ça fait quoi, 8-9 ans, je pense, maintenant qu'il est là. Il y a eu des très bons moments où, là, très récemment, il y avait pas mal de bourdes et il est plus vraiment considéré comme à une époque comme le meilleur gardien du monde, on va dire. Donc non, moi, la meilleure situation pour moi, c'est faire partir Derea et mettre Dean Anderson en numéro 1. Mais après, si j'étais élu et que Derea resterait forcément, je redemande après. À savoir que David De Gea est évidemment un gardien très convoité et que si du jour au lendemain il était sur la liste des transferts, les offres ne manqueraient pas du côté de Manchester. Avant de donner l'avis à notre supporter mancunien qui suit Manchester tous les jours, toutes les semaines, toutes les heures, toutes les minutes, Théo, toi tu disais non, tu emmènes Dean Anderson à Manchester. Ouais, parce que en fait, au vu de sa saison actuelle, je le vois mal repartir en prêt. Alors, comme le disait Gabin, à part Sheffield, je vois dans aucun club un club qui prendrait un joueur de ce niveau-là juste pour un an de prêt. Et je le vois mal aller dans une équipe moins bonne que Sheffield pour une saison de plus, alors qu'il est un des meilleurs gardiens de Première Ligue. Alors pour moi, ça va être soit il va à Manchester, soit il sera vendu. Et connaissant Manchester, je ne pense pas qu'ils le vendront. Et que en allant à Manchester, j'ai bien l'impression qu'il ira bien titiller de Réa et qu'il y aurait peut-être limite une place pour aller chercher le poste de numéro 1 face à De Réa. Et quand bien même il ferait une saison de numéro 2, il aurait sa place acquise pour la saison d'après. Donc
c'est pas si grave que ça de faire, pour un gardien, de faire une saison Ouais, surtout en à cet tant que âge-là, quoi. numéro 2. Oui, et surtout, connaissant son potentiel, on sait que ça peut aller très vite au poste de gardien et que 2-3 boulettes de De Gea comme il les fait actuellement, ça peut lui laisser une ouverture. Du coup, c'est pour toi, Fabien. Je sais que le dossier est compliqué, qui est très, 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 très de nombreuses fois évoqué du côté des supporters mancuniens. Je voulais avoir ton avis là-dessus. Alors, ben, disons que je vais essayer de la faire pas trop longue, mais il faut pas oublier que ça englobe 3 gardiens. Parce qu'on a quand même un deuxième gardien qui s'appelle Sergio Romero et qui est loin d'être le plus mauvais gardien de Première Ligue. Il fait plus que dépanner. Il joue l'Europa Oui, League. Il enfin, a gagné il est pas d'ailleurs. en pole position. Je te couperai. Non, Excuse-moi, Fabien. il est pas en pole position. Hein. Non, non, il n'y a pas de souci. Il est pas en pole position, mais ça veut dire que derrière, tu dois, entre guillemets, et j'aime pas trop le terme, mais le virer après service rendu. Et on parle pas d'un gardien de 38 ans non plus. Ok, il est loin d'être dans sa meilleure forme, mais euh, Oui, alors finalement, après de bons et loyaux services, merci, mais au revoir, Doria, quoi. ouais, c'est pas ma façon de voir les choses. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une énorme fanbase mancunienne qui prône l'arrivée d'Henderson la saison prochaine. Ou alors, tu dois valider le retour d'Henderson et je pense que lui serait peut-être open à venir nous rejoindre en deuxième gardien. Ce serait pas comme nos amis le disaient, une mauvaise chose pour lui. Je pense qu'il est accroché au club et si on lui promet qu'il aura sa place dans les prochaines saisons, il le ferait. Donc là, tu dois, encore une fois vulgairement, virer Romero, un gardien qui a gagné l'Europa League, qui joue encore cette année l'Europa League, qui fait des bonnes prestations. Bon, ok, on est d'accord que c'est pas le meilleur gardien du monde, mais je vois pas objectivement un deuxième club en Angleterre qui a un si bon deuxième gardien, y compris dans les grosses écuries. Euh, ou alors, moi, oui, voilà, je pense que Sheffield. Je vois que ça. Négocier entre les deux clubs, enfin entre Manchester et Sheffield, on vous le prête uniquement à vous. Vous le mettez numéro 1. Et l'année prochaine, il revient. Mais allez faire comprendre à Derrea que l'année prochaine, que la saison prochaine est sa dernière. Parce qu'en gros, ça va être ça le message. Hein. Oui, enfin, Je te laisse encore une. oui, il faut prendre des décisions. Il faut que ça soit clair, net et précis. On ne peut pas rester sur un David De Gea qui fait des prestations de plus en plus moyennes, on va dire, avec tout le respect que j'ai pour ce gardien, et qui doit être là pour l'avenir, alors que derrière, tu as un petit jeune qui pousse, quoi. Ouais, clairement, mais j'ai du mal à imaginer Derrea. C'est quand même un poste très, très, très compliqué mentalement. Se dire, bon, je dois être au top de ma forme parce que je dégage en fin de saison, parce qu'il y a un gamin qui arrive derrière. Je pense que ce serait vraiment pas lui rendre service que de le laisser entre les perches de Manchester une saison de plus, en sachant qu'il s'en va en fin de saison. Donc, s'il y a changement à faire, ce que je valide, parce qu'Henderson, franchement, il est époustouflant. Moi, je regarde les matchs de Sheffield attentivement pour voir ses prestations à lui. Déjà parce que j'ai un faible pour le poste de gardien, mais en plus parce que ce gars-là, je le trouve sous-coté même, parce qu'au départ de la saison, on n'en parlait pas de la même manière, et le gars a prouvé vraiment que c'était, pour moi, top 5 facile championnat d'Angleterre. En tout cas, je ne sais plus ce que je disais, du coup, je vous avais dit que j'allais essayer de la faire pas trop longue, mais je ne sais plus ce que je disais. En tout cas, s'il y a un changement à faire, je le valide, je fais venir Henderson, mais il faut le faire maintenant et pas lui dire à lui, lui comprendra d'attendre une saison, mais ça ne va pas rendre service à l'équipe d'avoir un Derrea qui cessait sur le départ officiellement un an plus tard. Donc voilà, Joker, mais Mais écoute, je je pense que tu as mettrais, t'as bien voilà, relativisé la. personnellement, je le mets à Sheffield, Sheffield une saison. Eh bien, écoute, je pense que t'as bien expliqué tout cela. On va passer au deuxième point, comme vous avez pu le voir dans les images, c'est Luka Jovic, joueur du Real Madrid. Donc, c'est pas un scoop, hein. Luka Jovic est complètement passé à côté de sa première saison au Real Madrid. Il a déçu les supporters avec seulement 2 buts en 34 matchs, en 24 matchs de compétition confondue. Ça change beaucoup d'y rencontres. Le joueur est arrivé au Real Madrid pour 60 millions d'euros et la Casablanca souhaiterait d'ores et déjà s'en séparer. Pour toujours, pas vraiment, puisqu'hier, OK Dario a annoncé que sauf pour une offre qui ne ferait pas perdre un centime aux dirigeants du club merengue, soit une offre au-dessus de 60 millions d'euros, le Real Madrid envisage de prêter Jovic sans option d'achat. Deux clubs seraient positionnés, Milan AC et Chelsea, c'est pour ça que j'en parle ici. Du coup, si vous êtes Chelsea, est-ce que 1, vous prenez Jovic et est-ce que 2, est-ce que vous le prenez en prêt ou est-ce que vous posez les 60 millions d'euros dès l'année prochaine? Je sais que c'est un point mercato qu'on n'a pas beaucoup évoqué dans les médias et moi je l'ai trouvé, j'avais envie d'en parler. Je vais commencer par Théo.
Moi, je prends pas. Tu prends pas Jovic. Non. Ok. Gabin? Euh, je... je me tâte. En prêt, ça peut se tenter, mais Bon, on va dire que t'es pas je décidé, t'avoue. ok? Ouais, on va dire ça. Ça va gagner du temps. Fabien? Je prends si option d'achat négociable, mais sans option d'achat, je prends. Ok. On va commencer par Théo. On va commencer par le club concerné cette fois-ci. Chelsea, dis-nous tout. Pourquoi pas Jovic? Ouais, bah en fait, c'est plus les conditions qui sont pas satisfaisantes parce que c'est un joueur qui manque énormément de confiance et Chelsea n'est pas en position de pouvoir parier sur un joueur étant donné qu'ils ont besoin de quelqu'un de fiable dès le début, dès qu'il arrive. Alors, encore moins mettre 60 millions sur ce joueur. On connaît tous ses qualités, mais ça peut très bien faire une Morata. Et il y a quand même un gros traumatisme à Chelsea. Ouais. Et pour moi, un prêt d'un an, ça pourrait peut-être développer Tammy Abraham, mais il faut un deuxième attaquant à Chelsea et il faut investir dans un attaquant et un attaquant qui soit fiable et qui ne serait pas un pari où il y aurait une possibilité de tout perdre en fait. Ouais, donc t'es quand même sur une crainte et finalement Jovic, c'est pas le joueur où il faudrait dépenser ton argent, quoi. Ouais, c'est ça. Et que voilà, on n'est pas là en train de faire des paris avec des cotes, etc. Là, il y a un moment donné, les attaquants à Chelsea, depuis le départ de Diego Costa, c'est pas ça. Il y a eu des gros problèmes de recrutement. Là, on a un attaquant jeune qui doit être épaulé par une doublure en cas de blessure et aussi pour lui donner de la concurrence. Et on ne peut pas gérer un autre cas de crise de confiance, etc., qui nous apporterait que du négatif dans le club. Ouais, en précisant, après, si option d'achat négociable, Oui. comme dit Théo, problème d'attaquant, c'est clair. Après, je pense que Giroud, là, il revient, il y avait bon espoir avec l'Euro, mais je pense qu'on aura droit au même cinéma dans quelques mois où Giroud il va partir, je pense. Après, Théo me fera peut-être mentir, mais je pense pas Non, qu'il va non, t'as rester. d'accord, t'as raison. Donc, il faut un deuxième attaquant. Et c'est pour ça que je dis avec option d'achat. Parce que de mémoire, je me trompe peut-être, mais Jovic à Francfort, est-ce qu'il jouait pas sur l'aile gauche? Donc, il peut dépanner à deux postes, si je dis pas de bêtises. Euh, donc, oui, mais il n'a pas de confiance du tout. Il va lui falloir quelques mois dans un club qui est en reconstruction. On l'a dit tout à l'heure avec des jeunes. Donc, si c'est pour qu'il lui faille 3, 4, 5 mois pour être en pleine bourre et que 6 mois plus tard on lui dise ok, c'est gentil, t'es gentil, tu peux retourner au Real et ne peut-être pas avoir la garantie de jouer au Real parce que les souvenirs au Real ne seront pas bons, C'est vrai. je vois pas l'intérêt pour lui ni pour Chelsea. Donc, option d'achat, oui. Il perce, tant mieux, Chelsea le garde. Il perce pas, tant pis, il retourne au Real. Sans option d'achat, je pense que c'est se tirer une balle dans le pied pour lui comme pour le club. Voilà. Gabin, est-ce que tu as réussi à te décider ou finalement tu vas nous expliquer pourquoi tu étais un peu mitigé sur cette question? Non, mais je reviens à ce que disait, qui veulent en transfert cash. Mais après, ouais, est-ce que lui va savoir se remettre dans le bain tout de suite, s'adapter surtout à la première ligue, parce que bah, c'est pas un joueur qui a évolué en première ligue de base. Donc déjà s'adapter, puis se remettre en confiance, etc. Donc ça se tente, mais pour moi, il y a un meilleur coup à faire. Vaut mieux qu'il pose encore plus de millions, parce que forcément, ils vont devoir dépenser par rapport à son salaire, même si c'est un prêt. Pour Vaut un mieux joueur d'un plus gros qu'il calibre, quoi. Ouais, voilà, atteindre un plus gros calibre avec un transfert cash. Ouais. Ok, et ben on va passer au prochain point, un dossier un peu plus chaud qui va sûrement mouvementer le prochain mercato estival, c'est Jadon Sancho. Donc de nombreux clubs se seraient positionnés sur le dossier du prochain mercato, peut-être même le plus gros dossier, puisqu'un possible de départ est estimé à 130 millions d'euros. Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, en aurait fait une priorité, mais aux dernières nouvelles, Manchester United aurait posé un très beau chèque de 120 millions d'euros sur la table pour s'attacher les services de Jadon Sancho, selon les dernières informations du Mirror. Messieurs, si vous êtes Jadon Sancho, est-ce que vous prenez la direction de Manchester United
Et c'est la question suivante finalement qui va avec la première. Est-ce que pour vous, passer du Dortmund à Manchester United, c'est une progression dans la carrière du joueur, au potentiel qu'il a? Je vais commencer par Fabien. Allô? Pardon. Ça a beaucoup animé Twitter parce que justement, il y a eu, je crois Non, que mais c'est rapidement, ActuFoot. on en parlera après, juste Ah après. oui, Vas-y, rapidement. pardon. Est-ce que je vais à Manchester? Non, Oui, oui, je vais oui. Tu vas à Manchester? oui, je vais à Manchester. Et Ouais, est-ce je que vais à pour toi, Manchester. c'est une progression de passer à Dortmund à Manchester? Ouais. Oui, ok. Théo. Je vais pas à Manchester, je m'arrête dans la capitale. Et, et oui, c'est une progression de passer de Dortmund à United. Ok, et pour Gabin? Moi perso, je vais pas à Manchester et je vais peut-être décevoir Fabien, mais pour moi, c'est pas Une progression. une progression d'aller à Manchester. Vu le contexte actuel, on va dire, de Manchester, Bah certes, écoute, c'est qui très revient bien, bien, on va avoir mais deux avis différents. Je vais commencer par Fabien, tiens, parce que c'est quand même le supporter mancunien qui peut être touché par ce prochain dossier, ce dossier récemment, même si tous les clubs sont évoqués finalement. Ouais, ben voilà, j'avais un peu été trop vite, mais ça va animer pas mal Twitter hier notamment et cette nuit, où il y a ActuFoot, je pense, qui a sorti un tweet là-dessus. Il y a pas mal de gens qui ont dit que c'était une régression de passer de Dortmund à Manchester. J'étais un des premiers à réagir aussi en disant qu'est-ce qu'il va gagner à Dortmund, qu'est-ce qu'il a gagné et qu'est-ce qu'il gagne. Donc en gros, oui, Dortmund est un club, on l'a vu contre Paris, hein, solide. Maintenant, c'est pas pour rien que c'est le leader technique de l'équipe. Ça veut dire que je pense qu'il est pas loin d'atteindre son maximum dans ce club-là. Et puis, s'il veut vraiment jouer dans un championnat, d'une part hyper médiatisé, même si la Bundesliga c'est quand même assez costaud à ce niveau-là aussi, et puis franchir un cap, quoi qu'on en dise, ça a animé Twitter, c'est vrai, je suis pas toujours objectif, peut-être, mais Manchester est en train petit à petit, euh, tout doucement, de revenir vers le haut du championnat grâce un peu à la même politique que Chelsea, à des jeunes qui percent. Sancho, il est jeune, il y a Martial, il y a Rashford, euh, donc je pense que ouais, il pourrait faire clairement sa place dans cette équipe-là. Ce serait même assez fou pour moi d'avoir une attaque Martial, Rashford, Sancho, ce serait assez costaud. Jouer, il jouerait. Maintenant, 120 millions, bah, est-ce qu'on commande ça ou est-ce qu'on commande pas De toute façon, il n'y a plus tout à fait de logique à ce niveau-là. Bah, s'il faut les mettre, je sais pas, mais s'il faut les mettre, ouais, je pense qu'il faut les mettre. Et lui, pardon, et lui, je pense que pour lui, ce serait un cap de retourner en Angleterre, et ne serait-ce que par rapport à l'équipe nationale aussi, ça lui ferait du bien. Gabin, pour toi, c'est pas une progression hein, de passer de l'Allemagne à l'Angleterre? non, si passer de l'Allemagne en Oui, Angleterre, ouais, si c'est du une club progression. ouais, de Dortmund à Ouais, Manchester, pardon. mais là, par rapport à United, compliqué parce que là, avec Dortmund, il tableau, même si après on peut pas forcément comparer la Bundesliga et la Première Ligue. Ça joue le haut de tableau, ça joue la Ligue des Champions. Bon, certes, ça s'est fait éliminer, mais ça a été quand même loin, ça a fait un beau parcours. Tandis que là, si on prend United de ces dernières années, ça joue essayer d'être dans le top 6. Ça joue pas trop la Coupe d'Europe, enfin, du moins pas la Ligue des Champions. C'est assez délicat. Après, c'est sûr que oui, United revient très bien. Ça, il faut le dire depuis quand on regarde les dernières années. Mais ce qu'il faut pas attendre une année de plus pour être vraiment fixé sur le fait que United est sa bonne destination ou voir ailleurs au PSG justement savoir où le caser aussi hein. Si on regarde l'effectif actuel, enfin du moins l'attaque, faut savoir aussi le caser. Mais franchement, c'est un dossier qui va animer, c'est sûr, Le prochain mercato. l'été, ou du moins ouais, le prochain mercato, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il aura lieu vraiment. Mais ouais, ça va être un dossier chaud et il faudra bien sûr. Mais est-ce que United est le bon choix? Pas certain. Après, ça peut se tenter, mais ça peut très bien marcher, comme être une déception, on va dire. Avant de Si donner je la peux faire parole juste une à... petite parenthèse, Dis-moi. je relève simplement une phrase que Gabin vient de dire.
si on regarde le United de ces dernières années, mais on ne demande jamais à Sancho de venir dans le United de ces dernières années. On demande à Sancho de venir dans le United des prochaines années. Et c'est là que tout se joue. Oui, c'est vrai qu'on peut lui proposer, on peut lui dire concrètement devant la table, si on veut que tu viennes, c'est pour que tu changes le club. On veut tout mettre sur tes épaules, c'est toi le patron, maintenant on délègue tout, quoi. Clairement, si on lui dit de venir dans le United il y a 3 ans, à sa place, je ne viens pas. Mais dans le United qu'on est en train de reconstruire petit à petit, ça pèse différemment, je pense. Avant de laisser la parole à Théo là-dessus, je voulais rapidement évoquer, rappeler l'histoire du coronavirus et donc la fin de PL la plus juste. Il y a un communiqué qui vient d'être sorti. Merci à Gabin de me l'avoir envoyé pour que je puisse le lire. C'est très simple, c'est que si j'ai bien compris, hein, c'est que l'arrêt du championnat est maintenu et reporté jusqu'au 30 avril et une décision sera prise et que les clubs de l'Angleterre ont convenu de travailler ensemble pour parvenir à des solutions communes. Voilà, je pense que j'ai dit le principal de ce communiqué. Voilà Théo, tu disais que Jadon Sancho, tu faisais arriver à Chelsea, mais surtout moi je voulais avoir ton avis sur le fait que passer de Dortmund à Manchester, c'est une progression. Bah, je rejoins Fabien dans le sens où il ne faut pas regarder le Manchester de cette année, du début d'année et des années précédentes. Et il faut voir dans quel projet il va s'inscrire dans Manchester. Et on voit très bien que c'est un club qui a mis du temps à se reconstruire, mais qui là, avec l'arrivée de Bruno Fernandes et ses autres jeunes, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se former. Et pour moi, déjà, de passer d'Allemagne en Angleterre, c'est un upgrade, mais surtout pour un Anglais où, quoi qu'il arrive, un Anglais cherchera à revenir en Angleterre. Et donc, cette année, cet été, Jadon Sancho reviendra en Angleterre. Et moi, je ne crois pas au fait qu'il aille au PSG ou autre part. Ça n'aurait pas de sens. C'est un peu le destin d'un joueur anglais. Déjà, c'est très rare qu'il y ait des joueurs anglais qui s'exportent. Mais voilà, on sait très bien que tout le monde veut le ramener à la maison. Alors que ce soit à United ou à Chelsea ou dans un autre club, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais en tout cas, c'est la pépite anglaise qui fera beaucoup de bien au club qui arrivera à l'acheter. Commence par Théo, tu veux quoi? Le quiz ou le mercato? Le quiz. Le quiz, Gabin. Le quiz aussi. Allez, ça sera le quiz, même si Fabien, tu souhaitais. Je voulais arrêter. Non, je déconne. C'est très bien. Bon, Le quiz. on va commencer on va faire le quiz alors. On va finir par le petit quiz, le petit classique à la fin. Voilà, vous voyez Van Persie arriver, c'est très simple. J'ai pris la première ligue 2012-2013, tout simplement parce que j'ai raté un match de Liverpool de 2012-2013 il n'y a pas longtemps. C'était contre Aston Villa, où il y avait un fameux attaquant belge devant qui a marqué un somptueux but. Bref, c'est pas la question, parce que du coup c'est le confinement et qu'on s'ennuie. Et du coup la question est la suivante, c'est très simple. Durant cette saison 2012-2013, il va falloir citer les 10 meilleurs buteurs de cette première ligue. C'est très simple, on fait un tour, on va faire Théo, Gabin, Fabien, et on va faire ça. Et puis si vous n'y arrivez pas, je donne des indices, etc. Allez, c'est parti, Théo. Bah, je vais pas être un grand joueur, je vais dire Van Persie. Et oui, Van Persie. En plus, je l'ai mis en photo, bon, c'est pas grave. Bravo, ça c'est l'esprit Chelsea, ça. Hein. Incroyable. Hein. Oh, c'est moche. Gabin. Et ben moi je vais sortir un mec dont on a parlé beaucoup, on va dire. C'est Michou de Swansea. En 2012-2013, il y avait pas mal cartonné, il me semble. Donc, Il y a 18 buts, évidemment, à l'inverse de Van Persie qui avait 26 buts. Hein. Je vais citer les buts. Fabien. Top 10, hein. Oui, top 10, s'il te plaît. Wayne Rooney. Wayne Rooney, il n'y est pas, il est 12e avec 12 buts. C'est pas grave, Oh là là. c'est pas grave, Ouais, on te l'accorde. On est fou, on est fou. Théo. Est-ce qu'il n'y aurait pas Benteke? Benteke, il y est. Voilà pourquoi j'ai raté le match. Oui, Benteke avec Je te connais 19 bien. buts. 19 buts, il est 4e. Et on l'embrasse, hein, s'il nous écoute, ce très 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 grand joueur de football.
Gabin. Je dirais Luis Suarez. Luis Suarez est le deuxième avec 23 buts. Du coup, on a Van Persie 26, Luis Suarez 23, Benteke 4e 19, Michou 5e 18. Il manque le troisième et la suite. C'est à toi, Fabien. Agüero. Agüero 13e, encore une fois, juste devant Wayne Rooney. Ah ouais, merde, j'abandonne. C'est pas grave, tu vas trouver, t'inquiète pas. Théo. Ça prouve que je triche pas, je suis pas sur Wikipédia en même temps. Ça veut dire que les invités ils trichent. Ouh. Non, du tout. Théo, à ton tour. Alors là, je suis pas sûr. Est-ce que Lampard? Lampard, yes, c'est le 10e avec 15 buts. Oh, j'ai eu chaud. Gabin. Alors moi, je vais tenter un truc. Parce Dis-nous que tout. 2012-2013, c'est la remontée des Saints. Et en pointe, il y avait un fameux Anglais nommé Ricky Lambert. Et je sais qu'il cartonnait pas mal. Ricky Lambert, il a cartonné jusqu'à être 9e du classement, monsieur Gabin. C'est validé. Il a marqué 15 buts, soit 1-2. Le même nombre de buts finalement que Lampard. Je ne sais pas pourquoi il a un cran plus haut. Ça doit être au passe D ou je ne sais pas. À ton tour, Fabien. Allez, il y a un joueur de Manchester United, un attaquant. Fais-nous rêver. Merci, ça c'est lui. Chicharito. Non, Chicharito n'est pas là. Chicharito, il est plus loin, je l'ai vu. Il est 26e. Un joueur de Manchester United qui a joué la moitié de saison avec Fulham. C'est peut-être pour ça qu'il est un peu dur. Dimitar. Oui, Dimitar, effectivement. Ah, Il est 8e du classement. Mais oui, effectivement, comme il avait joué une partie de saison à Fulham, c'était un peu plus difficile de le voir sous le mode de Manchester United ce soir-là, cette année-là. faudra couper la séquence. Couper la séquence. Théo, un attaquant de Chelsea, 7e position. Un attaquant de Chelsea? Ouais. Moitié de saison à 2012. Newcastle. Dembaba? Yes, Dembaba qu'on embrasse Wow. pour ce Ah ouais, petit, carrément. cette petite clim mis au Paris Saint-Germain à Stamford Bridge Bien sûr. un soir de 2014, je ne sais pas. C'était pas loin. Ouais, 2014. normalement, ouais. Gabin. Donc Gabin, si tu veux que je t'aiguille, un attaquant redoutable qui était cette année-là au bout du live. J'ai c'est comme ça. j'ai entendu un attaquant redoutable. Ouais, de West Bromwich, qui était cette année-là à West Bromwich, qui n'est plus évidemment. West Brom, attaquant redoutable. Moi, quand tu as parlé de United avec Fabien, enfin joueur de United, Dis-moi. je me suis dit peut-être tu parlais d'un ancien, et du coup, comme tu parles de West Bromwich, pourquoi pas tenter Romelu Lukaku? Bah c'est lui exactement. C'est lui qui a la 6e position avec 17 buts. Fabien, j'essaie de deviner le dernier, qui est le 3e de ce classement, avec 21 buts. C'était un ailier exceptionnel qui a joué aux côtés de, qui je pourrais dire comme nom, Modric. Allez hop, c'est le gros cadeau. Ouais, il joue en Espagne. Oui, il joue en Espagne, oui. Gareth Bale. Yes, c'est ça, c'est Gareth Bale. Ah, il a fait une grosse saison, En plus de ce classement-là, il y avait Dzeko, Theo Walcott d'Arsenal, Adam. Ah non, c'était. Comment il s'appelait? C'est quoi son nom de famille? Le Fondre. Le Fondre. Je suis pas sûr. Bref, il joue à Reading. On a le droit à Cazorla, Jermaine Defoe, Fellaini, Fletcher, Olivier Giroud, Matap, Podolski, jusqu'à Carlos Tevez et Dan Sturridge. Bref, une belle année. Et si c'est le confinement, je vous invite à aller revoir cette belle Première Ligue qui fait toujours plaisir avec même les matchs anciens. Écoutez, messieurs, on a fini cette émission. On a un peu débordé. Excusez-nous si vous avez quelque chose à faire. J'espère que cette émission vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, moi, oui. Je vous laisse avoir un petit mot de la fin. Voilà, c'est la petite nouveauté. Je vais commencer par Théo. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Ouais, j'ai rien de spécial à part de dire que le foot me manque. Et je pense que tout le monde me rejoint là-dessus. Mais bon, on en profite pour regarder des vieux matchs. Mais bon, ça n'a pas la même saveur. Gabin, tu vas rater koh ce soir ou pas? Je sais pas encore, mais par rapport au mot de la fin, juste merci de l'invitation. C'est rare que je sois invité dans des émissions, on va dire, mais c'est toujours un plaisir. Après, je rebondis par rapport à la situation actuelle. Bon, c'était peut-être un peu spécial comme message, mais juste apporter le soutien à tous ceux qui sont en première ligne, le personnel soignant, mais sans oublier tous les autres personnes, forcément les gens qui continuent de bosser malgré tout, qui sont en contact et en proximité avec possiblement des gens malades.
Et juste un petit message, si jamais vous voyez passer une cagnotte de récoltement pour récolter des fonds, pour aider justement les centres hospitaliers ou autres, n'hésitez pas à y mettre quelques euros, c'est toujours une bonne action de fête. Et puis, dites-vous que ça aidera forcément quelqu'un. Donc voilà, c'était le petit message par rapport à la situation. Mais comme j'ai dit, un grand merci pour l'invitation. C'est toujours Bah, c'est un un plaisir plaisir. J'espère partagé en avoir tout cas, Gabin. Et un bon moment de passer en tout cas. bah, j'espère qu'on revivra ces moments-là parce que je pense que tu devrais faire. Je devrais te réinviter une prochaine fois, hein, parce que c'est toujours intéressant de parler avec des supporters très sérieux, très motivés et surtout pas faux, pour ne pas citer Loïc de Everton France. Fabien, le mot de la fin? Ouais, pareil, le foot me manque, mais je voulais quand même dire qu'à notre petit niveau, on est tous fans de foot, mais qu'avant pour pouvoir regarder du foot, pour pouvoir jouer au foot, il faut être en pleine santé. Et pour être en pleine santé, il faut rester chez soi. Donc restez chez vous, c'est pas facile, on est tous dans le même cas, mais prenez conscience que si on veut recommencer à vivre normalement et à regarder du foot et à s'exciter dans les matchs de nos équipes aussi, il faut ça. Donc, soyez courageux, soyez forts, et puis restez à la maison. Et on se reverra tous et on fera tous la fête autour d'une bière ensemble pour regarder un bon film. Oh, bah, c'est magnifique, on veut tous avoir une bière ensemble autour d'un bar ou autour d'une table, bref. Tu m'étonnes. Messieurs, moi c'était un plaisir. Je vais mettre cette émission évidemment juste après si vous nous écoutez pour que vous puissiez la réécouter. J'ai cru croire, oula, j'en perds mes mots tellement j'en ai parlé, qu'il y avait eu un petit moment où ça a bugué au milieu de l'émission. Je m'en excuse évidemment, je vais faire en sorte que ça ne se reproduise plus et corriger ça. Pour moi, ce soir, ce sera sûrement koh une petite bière et bien sûr, j'embrasse Benteke. Bref, allez, c'était Tea Time. Bonne soirée à vous. Ciao.